compagnie de Georges Fenech et Vincent Roy. Quand Emmanuel Macron parle, on a tendance à tendre l'oreille. En ce moment, on se dit tiens, on va avoir droit à un petit mea culpa, peut-être, des petites explications. Eh bien, pensez-vous, Emmanuel Macron est fier de ce qu'il a fait. Alors, il a rencontré des lycéens à Vesoul, c'était le 2 février. Je suis très fier de ce que j'ai fait, affirme Emmanuel Macron. Quand un étudiant en BTS lui pose la question « Êtes-vous heureux ?», 3 jours après, il est sur le Média Brut. Et écoutez ce qu'il dit, tendez l'oreille quand on lui demande quel est votre plus grand regret. Il reste plus d'1 an, mais ce que je veux dire, c'est que c'est chouette, c'est la vie. Et donc, ce que veut dire cette expression, c'est qu'on on a quand même traversé de drôles de périodes, quoi. Les gilets jaunes, le Covid, la pandémie, la guerre en Ukraine, les troubles géopolitiques, la Groenland, l'inflation, et j'en passe. Donc ouais, on en a traversé. Mais enfin, à la fin, on a quand même bien tenu, quoi. Vous êtes déjà un petit peu dans le bilan, la rétrospective de tout ce qui s'est passé sur ces 9 ans? Non, alors on est toujours dans le bilan, et on essaie de voir. Et c'est aussi pour ça qu'il faut toujours reprendre les choses et que je considère que jusqu'au dernier quart d'heure, il faut travailler. Parce qu'il y a des choses parfois qu'on n'a pas réussi, parce qu'on les avait ou pas bien comprises, ou pas bien expliquées aux autres, ou imparfaitement faites, et c'est peut-être maintenant. Alors, c'est cocasse, Vincent Roy, parce qu'au début, on a l'impression que c'est un acteur. Et il a une voix un petit peu particulière, on le reconnaît à la fin, mais enfin, c'est surtout ce qu'il dit. C'est incompréhensible, c'est chouette, c'est la vie. C'est chouette, c'est la vie, oui. Non, et il enchaîne sur... c'est compliqué, vous imaginez quand des Français, j'imagine nos auditeurs qui écoutent ce son d'Emmanuel Macron, qui ont peut-être du mal à joindre les deux bouts à la fin du mois. C'est chouette, c'est la vie. C'est chouette, c'est la vie. C'est chouette, c'est la vie. Écoutez, encore une preuve, s'il en fallait, que notre président de la République est totalement hors sol. Ouais. Il est porté par une très grande satisfaction de soi, mais qui est presque de l'ordre, et c'est là qu'à mon sens ça pose problème, qui est presque de l'ordre de l'inconscient. Vraiment, il est... On a bien tenu, dit-il. C'est étonnant, cette phrase. Il est tellement hors sol, tellement content de lui, qu'il n'arrive même pas à dresser un bilan objectif de ces deux quinquennats, enfin d'un quinquennat 75% de l'autre ou 80% de l'autre. C'est absolument lunaire. La manière qu'il a de s'exprimer est lunaire. Moi je crois, écoutez, plus je l'écoute, je me dis, cet homme-là n'était absolument pas taillé pour être président de la République. Le costume était beaucoup trop grand pour lui, et il n'est pas, depuis le début, moi je pense que c'est quelqu'un qui n'est pas à sa place. Georges Fenech. Oui, non, mais c'est chouette, c'est la vie. Oui. La dissolution aussi, l'explosion de la criminalité, notamment sanglante, c'est chouette, ça, il n'en c'est la parle vie. pas. Hein. Une immigration qui n'a jamais atteint des seuils aussi importants que l'année dernière, c'est chouette, c'est la vie. 3500 milliards, je crois, pratiquement de dettes publiques, c'est chouette, c'est la vie, n'est-ce pas? Une réforme de retraite abandonnée, ben oui, c'est chouette, c'est la vie. Et puis on pourrait continuer à égrener comme ça. L'hôpital, l'école. Notre disparition de la scène internationale, on peut dire, c'est chouette, c'est la vie. Mais il y a eu l'histoire des lunettes, alors là, ce Forchure et tout ça, ça l'a beaucoup amusé. Il en parle d'ailleurs. Il est déconnecté. Là, il y a un grave... Et puis dans une gestuelle très décontractée, on le voit avec la main. Oui, mais même on l'entend à la voix, je dirais. On entend à la voix, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe, quoi? Qu'est-ce qui se passe? Il est toujours pleinement conscient de l'état dans lequel je parle d'inconscient, dans lequel se trouve notre pays et le regard que portent sur nous les autres pays. Il suffit de se balader un petit peu, ça m'est arrivé encore récemment, et de voir en disant, mais qu'est-ce qui se passe en France, quoi? C'est chouette, c'est la vie. Et justement, c'est chouette, c'est la vie. Écoutez, la maman de Théo, qui en appelle à Emmanuel Macron. Alors Théo, c'est un jeune étudiant de 20 ans qui a reçu une pluie de coups dans le hall de son immeuble du 7e arrondissement de Lyon, suivi d'un racket. C'est un étudiant qui rentrait du travail, donc qui travaillait pour se payer ses études. Alors fort heureusement, il est toujours de ce monde, mais enfin très traumatisé. Il déménage parce qu'il a peur des représailles, puisque figurez-vous que ses agresseurs âgés entre 14 et 17 ans ont été certes interpellés, mais relâchés, placés sous contrôle judiciaire. Écoutez la maman qui était ce matin chez Elliot Deval, Florence. Un jour, on m'a posé mon enfant sur le ventre et je me suis promis de le protéger jusqu'à sa mort. Et je pensais pas, vous voyez, on a eu un enterrement familial hier et on a eu cette cérémonie difficile, hein, en fait. Mon fils, pendant tout l'enterrement de son cousin,
m'a dit maman, ça devrait être moi là, et je suis là. Voilà la réponse de mon fils de 19 ans, et après il allait sur la radio et il a eu le courage de dire il faut pas de haine. Il faut pas de haine, donc c'est pas un fait divers. Je suis brisée, on est brisé. Monsieur Macron, c'est une honte. C'est une honte votre réponse. J'attends un appel et des excuses. Alors, je précise que cette bande était suspectée déjà d'avoir commis au moins 13 vols avec violence entre le 18 octobre et le 31 janvier. Vous voyez, sur ces questions, Vincent Stéphanie, Oui. vous voyez bien, de semaine en semaine, Georges pourra le confirmer, de semaine en semaine, on voit une violence endémique perpétrée par des individus de plus en plus jeunes. Bon, n'importe quel, je dis bien n'importe quel politique ayant un peu de bon sens dirait immédiatement, depuis qu'on voit cette explosion, c'est une pandémie de violence chez des êtres de plus en plus jeunes, dirait réformons la justice des mineurs. On dirait stop. On dirait stop. Je rappelle que Gabriel Attal a fait une tentative et que le Conseil constitutionnel est passé par là. Bien entendu, mais on voit bien que le garçon, ou la fille d'ailleurs, le garçon, enfin l'individu de 15 ans aujourd'hui n'est pas le même qu'en 1950. On voit bien que les problèmes ne sont pas les mêmes. Or, tout l'enjeu du droit, c'est de s'adapter, puisque là, on n'est plus sur des faits divers. À la répétition de ces actes montre qu'on est sur des faits de société et le droit doit s'adapter. On devrait taper un grand bien sûr. Et il y a aussi, mon cher Georges Fenech, pardonnez-moi, j'en profite puisque vous êtes magistrat, il y a aussi cette... Parce que moi, c'est pas la première histoire que j'entends, elles ne sont pas toutes publiées, toutes connues dans le Sud-Ouest. J'avais écrit pour le GDD un article justement où il y avait eu sensiblement la même histoire. Ça a failli vraiment tourner à l'affaire Crépol, hein. Vous vous souvenez, ce rugbyman. Et les jeunes, pareil, sont restés en liberté avec la peur au ventre de représailles. Qu'est-ce qu'on fait contre ça, Georges Fenech ? Qui peut comprendre cette décision ? Moi-même, ancien magistrat, vous l'avez rappelé, j'étais d'ailleurs spécialisé un temps dans la délinquance des mineurs, j'étais juge d'instruction spécialisé pour les mineurs. Il est évident que cette affaire présente une gravité particulière. Elle est de nature criminelle. Hein. Ils l'ont lynché, c'est pas un tabassage. Et les images sont extrêmement violentes, je sais pas si vous les avez vues. C'est un lynchage, ils pouvaient le tuer. Hein. Ils sautaient à pieds joints sur sa tête. Ce sont des gestes de nature criminelle. Comment comprendre que ces jeunes aient été simplement relâchés avec un contrôle judiciaire ? C'est d'abord un sentiment d'impunité et un message qui est envoyé à toute cette jeunesse délinquante. Vous pouvez y aller, faire régler vos comptes, tabasser, tuer, faites ce que vous voulez, de toute façon, vous risquez rien. Vous voyez, c'est un peu ça le message qui est aujourd'hui renvoyé. Bien sûr. Donc, quand je dis les politiques doivent dire stop. Stop à une justice qui est défaillante. Les politiques et le Conseil constitutionnel, mon cher Georges. Le Conseil constitutionnel qui retoque effectivement au nom de quoi ? De principes généraux qu'il a lui-même définis, vous vous rendez compte ? Donc, on est privé finalement d'une justice qui doit rappeler ce qu'est la loi et sanctionner. On ne veut plus sanctionner et donc il faut revoir tout notre système. On n'a jamais voulu sanctionner puisque c'était place à l'éducatif. Alors Maurice Berger, on en parle souvent, le pédopsychiatre qui explique qu'il faudrait des petites peines de prison immédiates. Bien sûr. Est-ce que ça serait vous qui justement avez cette expérience Alors c'est dans la loi, c'est dans le projet de loi dite sûre, la loi sûre, de Gérald Darmanin, qui a entendu un peu les magistrats, certains magistrats qui ont conscience de tout cela. Je pense à Béatrice Brugère, par exemple. Et ils ont repris pas mal des idées de son syndicat, à savoir rétablir les courtes peines, effectivement, revoir aussi la question de l'excuse atténuante de minorité, revenir sur la césure du procès pénal, enfin, toutes les erreurs qui ont été commises en 2021. Et sanctionner peut-être les parents de mineurs violents, parce que c'était la question du jour sur Europe 1. Et vous êtes, chers auditeurs, 98% à avoir répondu que oui, il faut sanctionner les parents de mineurs violents. Alors, je risque de vous surprendre, peut-être que c'est vrai que cette question posée comme ça, on a tendance à dire oui, mais souvent, ce sont des familles monoparentales avec des femmes qui travaillent. Oui, mais il y a des tas de femmes qui travaillent, des tas de familles monoparentales et
et les enfants sont très bien élevés parce que... Non, mais ça, j'ai pas dit le contraire, bien sûr, mon cher Vincent, mais vous voyez ce que je veux dire, c'est difficile peut-être parfois pour une mère qui fait un ménage à 5h du matin en pleine nuit, qui là on est peut-être dans le cliché, mais je vous assure, j'en ai rencontré, vous savez, quand on est en matinale dans les rédactions, et bien on discute et c'est pas toujours facile pour ces femmes-là, et les papas sont pas là. Donc, non, mais plutôt, tout à l'heure on parlait d'Emmanuel Macron, mêlons les deux sujets, plutôt que d'aller nous en faire des tonnes sur les océans, est-ce qu'on pourrait pas justement réunir, là, il y a un sujet, effectivement. réunir monsieur Maurice Berger, des magistrats comme Georges, des gens qui ont toute cette expérience-là, se mettre autour de la table en disant on en fait sortir quelque chose, parce qu'il y a des choses à réformer. Vous rêvez, Vincent, vous rêvez complètement. Sur les choses essentielles, régaliennes, ne tient pas du tout le discours qui a aujourd'hui pignon sur rue au pouvoir, c'est-à-dire ne touchons pas à l'ordonnance de 45. Voilà, c'est ça. Faisons le primat éducatif. Ne mettons pas les jeunes en prison. Il me semble qu'il y a un sujet de plus en plus prégnant avec les mineurs. Regardez encore cette semaine, cette professeure à Sanary-sur-Mer qui est toujours entre la vie et la mort. Il va falloir réagir. D'ailleurs, lui risque 20 ans de détention. Georges, il est mineur. D'emprisonnement criminel, puisqu'il a moins de 16 ans. Donc la peine est diminuée. Le montant, le maximum de la peine. Mais il va quand même aller en prison. Mais il pourra pas, par exemple, il ne pourra pas rester plus de 1 an en détention provisoire, parce que la loi prévoit un délai maximum pour les moins de 16 ans. Alors, est-ce qu'ils auront le temps d'instruire toute cette affaire dans le délai d'1 an ? J'en suis même pas sûr. Moi, je n'exclus pas qu'il soit libéré dans 1 an, quoi. Vous voyez ce que je veux dire ? Sauf qu'il pourrait y avoir un risque. Sauf à ce qu'il y ait vraiment des diligences particulières pour instruire cette affaire dans des délais de moins d'1 an, pour le renvoyer détenu devant une cour d'assises des mineurs. C'est une cour d'assises. Non, c'est même pas une cour d'assises, c'est un tribunal pour enfants, puisqu'il a moins de 16 ans, statuant en matière criminelle. Donc, en fait, il risque pas ce que risque un majeur, bien entendu. Oui. Messieurs, vous restez avec moi, Vincent Roy et Georges Fenech. Dans quelques instants, on parlera de cette France si généreuse. Vous allez voir qu'on peut très bien venir faire des soins psychiatriques, alors même que les hôpitaux publics sont saturés, surtout en matière psychiatrique, sans que ça pose de problème. Le Conseil d'État l'encourage, manifestement. La France passoire est très généreuse. On en parle dans quelques instants sur Europe 1. Toujours en compagnie de Georges Fenech et Vincent Roy. Avant, messieurs, de vous faire commenter cette décision du Conseil d'État qui ouvre la voie clairement à des soins gratuits en France pour des réfugiés déjà reconnus ailleurs en Europe. On en parle dans quelques instants, mais je voulais quand même vous poser cette question. Est-ce que Jack Lang va démissionner ? Non. Non. Il n'a pas l'intention de démissionner. Je vois la tête de Georges Fenech un petit peu dubitatif. Il a dit qu'il n'avait pas l'intention. Mais écoutez, pardonnez-moi avant de vous faire réagir, Jean-Noël Barrot qui va le recevoir donc au Quai d'Orsay dimanche pour lui demander des comptes, parce que pour nos auditeurs, je rappelle que Jack Lang, l'ancien ministre de la Culture, a été mentionné à 673 reprises dans les dossiers Epstein. Alors, il faut être clair, aucun acte répréhensible formel ne lui est imputé pour le moment, mais tout de même, ça fait désordre. Écoutez Jean-Noël Barrot. S'agissant de l'Institut du monde arabe, je veux d'abord évoquer les Epstein Files plus généralement en indiquant que les premiers éléments qui ressortent de ces dossiers sont inédits et d'une extrême gravité. Ma priorité, c'est évidemment de garantir le bon fonctionnement, la continuité et l'intégrité de l'Institut du monde arabe. C'est pourquoi j'ai convoqué son président afin qu'il rende des comptes sur les éléments qui le concernent. Il sera reçu dimanche dès son retour à Paris et je me réserve, s'agissant de la poursuite de son mandat, toutes les options. Oui, manifestement, il devait être reçu aujourd'hui, mais il était à Marrakech. Alors bon. Voilà. On ne peut pas être au four et au moulin, on ne peut pas être au bistrot et au boulot. Ouais. C'est la formule consacrée. Non, écoutez, toute cette affaire, il faut voir ce qu'il y a dans le dossier Epstein. Moi, j'ai écouté monsieur Lang qui se défend a priori formal. Enfin, il n'était pas au courant que monsieur Epstein n'était pas un individu très recommandable. Sa fille non plus, a priori, fait des affaires avec lui. Elle est bizarrement société offshore, on ne paye pas d'impôts. Elle est bizarrement couchée sur le testament de monsieur Epstein, elle le découvre. Enfin, attendons d'en savoir davantage. Mais
La chose qu'on peut dire comme ça d'emblée, c'est qu'à minima, ça fait pas très bien dans le tableau. C'est le moins qu'on puisse dire, Georges Fenech. Alors, je ne sais pas s'il va démissionner ou s'il va être remercié par le Quai d'Orsay. Il faut quand même savoir que M. Jack Lang a une très très grande notoriété dans le monde arabe et qu'il aura sans doute des soutiens importants, d'ailleurs, de financeurs de l'Institut. Hein. Oui. Mais bon. Je vous laisse finir, mais je vous répondrai quand même. Mais sur ce point, je veux bien que vous me répondiez. Non, mais alors, je ne sais pas si vous avez lu cet article assez intéressant dans le Figaro qui détaillait pas mal de choses et qui expliquait justement ce soutien, et notamment marocain, puisqu'il est très proche de la monarchie marocaine. Mais alors, il y a cet organe de presse qui s'appelle The Desk, qui est assez proche, hein, qui est un peu le off, entre guillemets, comme on dit, du pouvoir, qui commençait à évoquer certains dossiers aussi à Marrakech. Bon, en gros, le journaliste posait vraiment la question de savoir si le pouvoir, la monarchie était en train de lâcher Jack Lang. C'est pour vous dire que c'est quand même plus complexe que ça. Mais moi, ce qui m'intéresse, et je dirais aussi comme ancien magistrat, je me demande pourquoi il n'y a pas une enquête ouverte en France. Pourquoi il n'y a pas des juges d'instruction qui sont saisis en France, alors qu'il y aurait des dizaines et des dizaines de noms de personnalités françaises qui sont dans ces Epstein Files, qui sont cités. D'ailleurs, c'est très reproché quand j'aime pas toujours les réseaux sociaux, mais c'est très remarqué qu'effectivement, en France... On bavarde, si vous voulez, on commente, on essaye de comprendre, mais c'est la justice de nous dire s'il y a quelque chose ou pas. Donc rien n'interdit, au contraire, je pense que le parquet de Paris serait bien avisé d'ouvrir une information contre X, pour l'instant, à partir de tous les éléments qui sont dans le domaine public. Et c'est au juge, par des commissions rogatoires, par des enquêtes, des personnes qui sont nommées, qui ne sont pas forcément coupables de quelque chose, mais qui pourraient l'être. Le parquet national financier ouvre une information, une enquête préliminaire contre Caroline Lang pour blanchiment de fraude fiscale aggravée. Bon. Ça, c'est déjà une chose. C'est un premier élément. Ça, c'est déjà un premier élément. Mais il faut aller plus loin. Bien sûr, mais non, alors là, je profite encore une fois de vos lumières. Est-ce que le parquet est fondé ? Est-ce qu'il a la possibilité de lancer une enquête, justement, sur les dossiers américains Epstein ? Mais écoutez, bien sûr. Et je vous rappelle que, par exemple, le parquet de Paris, sur notre domaine, a ouvert aussi une enquête parallèle suite à l'incendie de Crans-Montana. À partir du moment où vous avez des ressortissants français qui sont ou supposés ou présumés quelque chose comme auteur là, on évoque d'ailleurs une Miss France. On évoque, pardon une Miss France qui était potentiellement une des victimes. De noms, y compris des diplômes, d'après ce que j'ai entendu. Encore une fois, on se fie à ce qu'on entend. Il y aurait des diplomates français encore en exercice. Donc c'est une affaire d'une extrême gravité. Et qu'est-ce qu'on attend pour que le parquet, qui peut se saisir d'office, on le sait, le parquet n'a pas besoin d'une plainte, il peut, au nom du ministère public, se saisir d'office de faits présumés et déclencher une enquête. Et pourquoi ne l'a-t-il pas fait ? Je pose la question à ce micro. On sent vous avez une idée de la réponse ? Je n'ai aucune idée. Je trouve que ça tarde. On sent en tous les cas sur le volet français des Epstein Files, on sent une gêne. Voilà. C'est ce que tu veux dire, Georges. Je veux dire qu'il y a certainement des choses très désagréables à découvrir. Absolument. Mais il va falloir crever l'abcès. Oui. C'est une affaire encore récente, puisque la mort d'Epstein remonte à 2019, je crois, c'est ça ? J'avoue que je ne me souviens plus de la date. Bon, enfin, il y a moins de 10 ans, en tout cas. Oui, ça c'est sûr. Donc, on est toujours dans les délais de l'action publique, il n'y a pas de prescription. Il faut que, à côté de la justice américaine, il faut que la justice française, compte tenu du lieu où se commettaient ces infractions, 22 avenue Foch, puisque c'était l'appartement d'Epstein, et c'est là où se sont passés les faits en France, qu'est-ce qu'on attend pour aller voir ce qui se passait dans cet appartement ? Messieurs, on va se poser la question de cette France généreuse. Décidément, une décision du Conseil d'État qui ne passe pas inaperçue dans un contexte quand même, on le rappelle, où les chiffres de l'immigration battent tous les records. Eh bien, la haute juridiction étend aux réfugiés déjà reconnus ailleurs en Europe la possibilité d'accéder à des soins gratuits. Ça s'est passé par un arrêté du 2 février, rapidement. C'est un réfugié congolais reconnu comme tel par la Grèce qui a pu demander donc un titre de séjour pour des raisons médicales. Alors il souffrait manifestement d'un stress post-traumatique associé à un état dépressif sévère avec des risques suicidaires. Alors il faut toujours ne pas oublier dans nos débats et garder une forme d'humanité. Oui. Sauf que malheureusement,
on est dans un pays où les hôpitaux explosent. Non, mais là, Stéphanie, mais là, je ne dis pas, je ne rentre pas dans les détails. Vous vous trompez parce qu'on est dans un pays, et là le Conseil d'État a raison, on est dans un pays où vraiment la psychiatrie, c'est formidable. Ça va très bien. Je veux dire, on est là. C'est de l'ironie. Non, c'était ironique. Vous êtes en train de manier l'ironie. On est dans un pays où vraiment il n'y a pas de problème avec la psychiatrie. On le voit tous les jours. Donc on peut accueillir vraiment des réfugiés de partout pour venir se faire soigner en psychiatrie en France. Non, mais si on pouvait, il y a de la place. Voilà, ça serait un acte d'humanité. Mais malheureusement... Attendez, je ne pense pas qu'accueillir, je vais reprendre cette vieille expression, je ne pense pas, je ne crois pas, et là-dessus je suis assez sûr de moi, qu'accueillir toute la misère du monde soit un acte d'humanité. Car lorsqu'on navigue un petit peu, lorsqu'on se balade un petit peu dans Paris et qu'on voit qu'on accueille des gens pour les laisser dans des tentes, sous des ponts des métros, sur les berges, etc., si vous appelez ça un acte d'humanité, moi j'appelle ça un acte irresponsable. Et permettez-moi une petite réflexion, encore une fois, ce sont des juges qui n'ont pas la légitimité du suffrage universel, qui décident d'ouvrir une nouvelle filière, sans consultation de l'Assemblée nationale, sans consultation du gouvernement, sans personne. Ce sont des juges. Ce sont des juges idéologues, Georges Fenech. Ça, je vous laisse la paternité. Non, c'était une question. Mais bien sûr, c'est évident. On sait très bien comment fonctionne aujourd'hui le Conseil d'État, qui est à la tête des sections du contentieux, qui est à la tête des sections immigration. On sait très bien qu'il y a une idéologie sous-jacente qui veut ouvrir toutes nos frontières. Et donc, c'est un vrai sujet parce que le peuple ne dit rien, ne peut rien dire. Ne peut rien dire, oui. Et on confisque la parole du peuple. On confisque la souveraineté du peuple. Oui. Et on n'a pas besoin de l'Europe pour avoir une politique qui nous impose une politique migratoire absolument délirante. On s'en charge très bien nous-mêmes. Et le pire, c'est que le préfet de Gironde avait refusé de lui délivrer un visa. Il lui avait délivré une OQTF, mais grâce au Conseil d'État... Mais le préfet qui exerce ses fonctions en application et sous la tutelle du ministre de l'Intérieur, il se retrouve dépossédé de ses pouvoirs par des juges qui décident autrement. Et qui n'ont pas été élus, comme le rappelait Georges. Messieurs, il reste 2 petites minutes. Je voulais quand même vous faire réagir. Alors c'est vrai que c'est court de minutes. Les élections municipales approchent à grands pas. Et bien ça y est, Laurent Nunez a classé comme parti d'extrême gauche dans une circulaire publiée cette semaine LFI. Donc pour l'instant, ce n'était pas le cas. Jean-Luc Mélenchon n'est pas content, manifestement. Une petite réaction, Georges Fenech ? C'est toujours la question du nuançage par le ministère de l'Intérieur des candidats et des partis politiques. Ça ne les empêchera pas d'ailleurs de se présenter comme LFI, mais ça sera comptabilisé par le ministère de l'Intérieur le soir des élections comme des voix d'extrême gauche. Et les électeurs vont le savoir. Ils ont fait un recours. On verra ce que dira le Conseil d'État. Mais toujours est-il que le ministre de l'Intérieur avait quand même, je pense, quelques éléments assez objectifs et tangibles pour qualifier LFI avec toutes les prises de position que l'on connaît aujourd'hui, la police qui tue, il dit refus de la discussion parlementaire, des appels systématiques à la censure, on refuse d'aller voir le gouvernement pour des réunions de travail. Ils rejoignent le nouveau parti anticapitaliste. Alors, ils ne sont pas contents, ça c'est cocasse, parce que la porte-parole du parti d'extrême gauche, pour le coup, lutte ouvrière, dit à Nathalie Arthaud, son orientation politique était incompatible avec celle de la France insoumise et que cela recouvre 2 options politiques incompatibles, celle de LFI, gérer le capitalisme, et le nôtre, le renverser. Donc, elle est vexée. Oui. Alors, faut-il rappeler, pour être complet, qu'il s'agit juste d'un classement administratif, d'une certaine façon, et que ce classement d'ailleurs il peut être contestable parce qu'il est vraiment franco-français. Il n'y a que nous, il n'y a que chez nous que le ministre de l'Intérieur peut étiqueter ainsi. Et comme je suis contre, pour être tout à fait franc, le fait qu'on ait étiqueté à l'extrême droite le Rassemblement national, je suis contre le fait qu'on étiquette à l'extrême gauche. Ça se défend. Vous êtes cohérent, c'est bien. Merci Vincent Roy, merci Georges Fenech.